Oui, bonjour. Donc, je suis Daniel Vuillon, je suis maraîcher dans le Var, près de Toulon, sur une terre qui est une terre familiale, dans la famille depuis 1804, et auquel on est fortement attaché, puisqu'elle est remplie de la sueur de nos ancêtres. Et placée en zone périurbaine, elle est particulièrement menacée par l'agrandissement de la ville, qui est pas loin. Au départ, on était en pleine campagne, maintenant on est les derniers exploitants agricoles dans ce coin, terre qu'on est arrivé à préserver après 35 ans de lutte contre les expropriations. Il y a 3 mois, l'ensemble des expropriations ont été levées pour nous classer en zone agricole protégée définitive. Bon, ce qui est l'aboutissement, vous l'imaginez, de beaucoup d'énergie et beaucoup de moyens qu'il a fallu mettre en œuvre pendant un temps aussi long. Et c'est aussi peut-être pour ça qu'on était particulièrement sensible au partenariat qui pouvait exister entre une ferme et les personnes qu'elle nourrit. Et on a vécu dans... Moi, mon installation est un peu plus ancienne. C'est vrai que je suis le 3e d'une famille de 3 garçons. Mon père, agriculteur sur ses terres, a fait tout ce qu'il a pu pour que ses enfants ne le soient pas. Il nous a offert des études supérieures à tous les 3. Et il y en a 2 qui ont mal tourné, qui sont redevenus agriculteurs, à son grand désespoir, mais aussi quand même à sa fierté, parce qu'il avait su nous communiquer sa passion. Le 3e a mal tourné, mais il était quand même professeur de sociologie rurale à l'université d'Aix-en-Provence, donc il touchait un petit peu quand même le monde rural. Et donc avec mon frère, on a développé l'exploitation, à côté de l'exploitation familiale, de maraîchage. Et on a développé tous les modes de commercialisation possibles, imaginables, dans une filière qui est particulièrement compliquée et difficile. Compliquée parce que c'est sans doute une des filières qui est le plus dépendante des aléas climatiques, même si les aléas climatiques aujourd'hui touchent tous les domaines. Mais en particulier dans les fruits et légumes, c'est vrai que le climat a un rôle déterminant. Et donc, on a connu les années 70 qui étaient vraiment l'aboutissement d'une technique qui voyait arriver le plastique dans l'agriculture. Donc, la plasticulture est née à cette époque-là, qui a permis le développement de production sous abri, avec des serres qui jusque-là coûtaient très cher parce qu'elles étaient en verre. Et là, par l'utilisation du plastique, on avait la possibilité de mettre à l'abri les cultures, donc de les mettre à la fois à l'abri des intempéries, mais aussi gagner aussi quelques précocités dans les zones primeurs, à une époque où il n'y avait pas d'importation, donc la première tomate arrivait à la saison de la tomate. C'est vrai que maintenant, la saison de la tomate est du 1er janvier au 31 décembre, mais à cette époque-là, il y avait encore une saison pour les tomates. Et c'est vrai que la première tomate, tout le monde l'attendait sur le marché, et elle valait beaucoup plus cher que la tomate qui arrivait derrière en plein champ. Donc on a connu ce développement-là, et on a connu le développement d'une agriculture qui a vu passer le nombre d'agriculteurs de 6,5 millions après la guerre à 400 000 aujourd'hui. Et à partir des années 90, on a connu vraiment une période de déclin très fort du nombre d'agriculteurs. Le recensement agricole entre 1990 et 2000 fait ressortir qu'en France, on a perdu 3 paysans sur 4 en 10 ans.
Entre 2000 et 2010, on en a perdu encore 1 sur 2. Ce qui nous amène aujourd'hui à 400 000 exploitations agricoles. Donc, un profil quand même assez catastrophique dans nos campagnes, qui pourtant reste belle. Mais quand on va voir ce qu'il y a derrière, il y a beaucoup de drames que beaucoup connaissent. Et il fallait absolument trouver une solution. Nous, à la fin des années 90, on était sur le point de tout arrêter, comme les copains. On était au bout d'un système, on avait tout essayé. La vente directe sur les marchés qui se sont écroulés avec le développement de la grande distribution, les marchés, surtout dans nos régions, où le Var était le premier département de France qui avait le nombre de mètres carrés par tête d'habitant de grande surface. Bon. La ferme d'à côté, la nôtre, a été achetée, et aujourd'hui il y a un petit magasin de proximité qui s'appelle Carrefour. Et c'était une très belle ferme. Donc, quand j'étais enfant, j'allais chercher le lait parce qu'il y avait des vaches tous les jours avec un bidon pour avoir le lait frais, quoi. Il y a toujours du lait frais, mais bon, maintenant il est emballé dans des petits conteneurs spéciaux. Donc, ce qui s'est passé pendant ces périodes-là, c'est que, vous savez, la France était nourrie par l'agriculture qui entourait les villes. Donc, dans le premier cercle, il y avait les productions qui étaient nécessaires au jour le jour, c'était les maraîchers, les petites volailles. Le deuxième cercle, c'était les éleveurs. Le troisième cercle, c'était les grandes cultures, qui étaient transformées, mais qui servaient à nourrir la ville. On a vécu pendant des millénaires dans les circuits courts. Ça nous fait marrer aujourd'hui quand on parle des circuits courts comme nouveauté. Quand tu parles de nouveauté, ça a toujours existé. Si ce n'est que ça a été détruit à partir des années 80. Pour remplacer la première couronne, par une première couronne de grande surface qu'on voit dans toutes les villes de France. Les entrées de ville sont toutes les mêmes. Et de vastes zones commerciales qui ont pour objet de nourrir la ville. Ce que faisaient les paysans depuis toujours, depuis des millénaires, avant qu'il n'arrive ce mode de commercialisation dit moderne. Et qui a fait des dégâts considérables dans les campagnes, qui a détruit les petits commerces, là où la relation de confiance entre producteurs, entre commerçants et consommateurs était la plus grande, qui a détruit aussi tout ce qui était collectif. Les abattoirs ont fermé dans beaucoup de départements, dans le nôtre en particulier, donc plus de filière viande, qui a détruit les moulins, et qui a détruit tout ce qui existait, tout ce tissu vivrier qui existait autour des villes, pour s'installer sur des filières qui étaient des filières longues, et où eux, ils avaient besoin pour s'installer de détruire l'existant. Donc ils ont fait venir des produits, ils se sont battus sur les prix, et ils ont fait venir des produits qui pouvaient être moins chers que ceux que l'on trouvait jusque-là, pour essayer d'attirer les consommateurs par leur établissement, ce qui a fonctionné, ce qui a très très bien marché, puisqu'en 1980, la grande distribution, c'est 5,5% de part de marché, et en 2000, dans certaines filières, c'est 85,5%. Donc ça a bien fonctionné, mais ça a fait des dégâts qui sont considérables. Alors, à la fin des années 90, après avoir essayé la vente directe, la vente en gros, la vente en demi-gros, la vente à l'expédition, la vente à l'exportation, chaque fois dans des gammes de produits qui étaient des nouveautés, on avait relancé la culture des variétés anciennes de tomates dès les années 91, l'année où toutes les enseignes nous ont dit les tomates de plein champ, on n'en veut plus. On n'en veut plus parce qu'elles ont des défauts. Nous, vous voyez, ces tomates-là, produites hors sol, c'est bien parce qu'elles sont dures, elles se conservent pendant longtemps. Et nous, on leur disait, oui, c'est vrai, mais elles ne sont pas bonnes à manger, mais elles sont chères. Mais ça n'a pas d'importance. C'est ça qu'il nous faut. Et donc, aujourd'hui, il n'y a plus de tomates de plein champ. D'ailleurs, c'est au mois d'août que les tomates sont les plus chères. C'est-à-dire la pleine saison de la tomate. Et ça vient un petit peu de là, quoi. Et en contrepartie, nous, on s'est dit, si on ne peut plus produire des tomates
pour la grande distribution, à qui on vendait quand même 1 tonne par jour, quoi. Eh bien, on va chercher quelles sont les meilleures tomates qui poussent sur notre terroir, ben, au moins pour la famille et puis pour le point de vente que tenait Denise sur la ferme. Et c'est comme ça qu'on a découvert qu'il y avait des tomates qui n'étaient pas forcément rouges, il y en avait des blanches, il y en avait des vertes, il y en avait des roses, il y en avait des noires, etc. Et on est parti à l'aventure dans cette belle famille. Et aujourd'hui, on voit de ces tomates de couleurs différentes, mais les productivistes, ils les ont croisées avec les tomates Bonherne et ils les font hors sol. Ce qui fait qu'elles ressemblent, mais ça n'en est pas, quoi. Elles ressemblent, mais elles ne sont pas bonnes à manger, alors qu'il n'y a rien de meilleur que ces variétés de tomates gustatives, à la condition qu'elles soient en pleine terre à la saison de la tomate, qui est du mois de juin au mois d'octobre chez nous. Donc, à la fin des années 90, nous étions à la veille de tout arrêter, parce qu'on n'avait plus de solution économique. Lorsque, voyageant à Manhattan pour vivre la fin des années 90, on nous disait que ce serait peut-être la fin du monde. Et on avait notre fille qui habitait Manhattan, qui travaillait là-bas et qui est architecte. Et donc on est allé passer la fin du monde avec elle, autant le faire en famille. Et donc il devait y avoir le bug informatique et des tas de trucs. Et là, ça a été pour nous le bug, oui. Parce que dans une cour d'église, dans Manhattan, on a découvert une distribution d'un CSE, Communauté Support Agriculture. Et là, on n'a rien compris, quoi. Il y avait 250 familles qui venaient, des légumes magnifiques. Les gens rentraient, se servaient. Il y en a qui lisaient la lettre du paysan, les enfants mangeaient des carottes. Et on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Comment ça marche? Et c'est comme ça qu'on a découvert le concept que nous, on a appelé AMAP en France, Association pour le maintien d'une agriculture paysanne, qui est un partenariat entre producteurs et consommateurs. On a eu une grande chance, nous, à ce moment-là. Enfin, il en fallait un peu de temps en temps. C'est que la vache était devenue folle. Et ça a provoqué chez les consommateurs, en particulier, certains d'entre eux, pas tous, mais une réflexion disant, mais on est en train de nous faire manger n'importe quoi. Eux qui croyaient que l'État était là pour les protéger, ils s'étaient rendu compte que l'État autorisait de transformer des herbivores en carnivores. C'était quand même un peu fort, quoi. Et nous, on arrive à ce moment-là avec une alternative qui propose effectivement des solutions économiques pour les paysans, une solution économique pour les paysans, mais aussi une solution de sécurité alimentaire beaucoup plus élaborée que tout ce qui existait jusque-là, quoi. Et en même temps, la connaissance du contenu de son assiette qui forcément, on sait parfaitement d'où vient tout ce qu'il y a dans son assiette, on a une traçabilité parfaite sur le contenu de son assiette. Et il en avait bien besoin à une période où l'insécurité alimentaire était forte, les dangers liés à l'alimentation étaient de plus en plus connus, et qu'il était temps de s'en occuper, quoi. Alors Denise va vous expliquer en quoi ça consiste vraiment une AMAP pour ceux qui ne sont pas encore au courant. Enfin, bon, ça m'étonnerait qu'il y en ait encore beaucoup mille encore. Alors Denise. Merci à toute cette assistance, merci de nous avoir invités. Donc, moi je suis Denise, la femme de Daniel, j'étais infirmière. Et bon, pour élever nos enfants, j'ai arrêté mon métier. Et puis après, pour apporter un peu de sous à la maison, j'ai repris mon métier. Et puis finalement, dans le récit, dans l'évolution que Daniel vous a un peu tracée, en 88, on ne savait vraiment plus quoi faire. Il nous restait, parmi tous les créneaux commerciaux qui existent, il nous restait la vente directe. Donc là, je me suis dit, c'est le moment de prendre un peu cette responsabilité. Et on s'est lancé dans la vente directe à la ferme.
Et j'ai quitté mon métier et je suis partie là-dedans. Ce qui est très bien, c'est qu'à deux, on a pu vraiment s'entraider au moment où on a découvert ce fameux, en 99-2000, on a découvert ce fameux concept AMAP. Donc, on s'était bien parce qu'à deux, on s'est vraiment complété pour aussi le transmettre. Donc, ce système, bon, nous l'avons rencontré aux États-Unis, mais à l'origine, il vient du Japon. C'est des mamans japonaises, on appelle ça le Teikei. C'est des mamans japonaises qui sont allées voir un paysan, qui ont vraiment inventé le système et qui ont commencé à voir au Japon les premiers effets toxiques de l'agrochimie. Donc, il y a eu la maladie Minamata qui a fait 35 morts. Et donc, à ce moment-là, c'était dans les années 70, les mamans sont allées voir un paysan et elles lui ont dit on vous paye à l'avance pour avoir un produit sain, de préférence. Le mot agriculture biologique n'existait pas, mais on lui a demandé de ne pas mettre d'intrants chimiques. Ça a été transmis en Suisse, un peu en Allemagne, mais ça n'a vraiment pas vraiment pris la forme de l'organisation AMAP. Par contre, voilà, aux USA, vraiment, le CSA, c'est exactement, on a exactement fait un copier-coller de ce qu'on a visité là-bas, de ce qu'on a vu, et que nous avons appelé AMAP. Donc Daniel vous a dit à peu près la situation de l'agriculture, il y avait vraiment une crise. Alors ça a été le déclic quand on a pu rencontrer des consommateurs qui eux aussi avaient un gros problème de se demander vraiment ce qu'on leur faisait manger, ce qu'on allait leur faire mettre dans l'assiette. Donc la rencontre finalement, ces deux crises ont fait un déclic qui nous a permis. Voilà, donc ce système, il a fallu vraiment beaucoup l'étudier. Notre fille, pendant un an, avant qu'on le mette en place en 2001, donc de 99-2000 à 2001, notre fille nous avait tout traduit, s'était renseignée et on a pu mettre vraiment des bases d'organisation, de mettre en place ce concept. On a beaucoup fait attention à l'éthique parce que c'est complètement entre les mains de producteurs et consommateurs, complètement hors circuit administratif, circuit commercial, circuit économique. On n'était plus dans l'économie de marché. Et donc on a fait très attention. La charte, elle est sortie, la charte éthique, on l'a sortie en 2003. Mais tout ça, c'était bien, on en avait bien conscience qu'il fallait, dans la transmission de notre expérience, qu'il fallait bien faire attention à ça. Alors, ici, on a un témoignage vraiment côté paysan, mais je voudrais honorer la participation, c'est un partenariat, je voudrais honorer la participation de tous les consommateurs. Sans eux, on n'aurait jamais pu mettre en place la MAP, évidemment. Bon, en dehors du témoignage qu'on a, parce que d'ailleurs, nous avons donné ce nom à ce système de maintien de l'agriculture paysanne. C'était vraiment notre problématique. Parce qu'un consommateur, c'est complètement essentiel qu'il veuille bien manger, mais quand une ferme disparaît, quand on ne soutient pas un producteur, ben, la ferme, c'est terminé, il n'y a plus de ferme. Donc il y a un enjeu vraiment professionnel et agricole important, mais on remerciera toujours les premiers partenaires qui nous ont permis de faire ça. Donc au départ, vous le voyez, c'est une relation, dans la relation de confiance, parce que vous savez qu'il est basé sur le paiement de... Il est basé sur le paiement de... Non, je vais revenir. Pardon. Voilà, c'est un engagement solidaire, on est dans le partage, ce qui permet d'avoir une viabilité économique, puisque le travail est payé. Et c'est un grand lien social aussi. Côté santé, évidemment, bon, le lien avec la nourriture, en tant que besoin vital, hein, tout le monde a besoin d'un agriculteur au moins 3 fois par jour. Donc on retrouve le goût, ce qui est très important aussi, parce que dans l'évolution de l'agro-industrie, le goût du produit, il est très loin. Produit de saison, dans le respect de la nature, bien sûr. Là, en proximité aussi, ce qui limite évidemment les transports, et en toute transparence. Hein, nous, pour faire naître la confiance, il faut être en transparence, évidemment, pour le producteur. Le volet environnemental aussi, par le respect de la nature, des équilibres du naturel, du vivant.
La biodiversité, évidemment, Daniel vous a parlé des tomates. Ça a été un peu le déclic, la tomate, parce que c'est peut-être le légume le plus consommé et qu'on aime parce que ça a du goût. Hein. C'est comme une pêche, si vous mangez quelque chose qui n'a pas le goût de la pêche, c'est pas une pêche. Là, c'était pas des tomates vraiment qu'on nous offrait, c'est toujours pas des tomates, hein, les tomates de l'agro-industrie. Donc c'était important parce que il y a 22 ans maintenant, il y avait encore beaucoup de gens qui connaissaient le vrai goût de la vraie tomate. Voilà. Donc on va aussi, on fait attention à la gestion de l'eau. Oui. Voilà, donc la première, voilà le groupe pionnier des gens de Aubagne, c'est avec des gens de la commune d'Aubagne qu'on a fait le premier partenariat. Vous remarquerez là dans la photo du groupe, il y a un petit garçon seulement qui devait avoir 3 ans là, parce que c'était évidemment les gens qui sont partis avec nous, c'était des retraités, un peu des altermondialistes à l'époque, on les appelait comme ça, mais c'était des gens qui avaient une prise de conscience sur l'alimentation et voilà, qui étaient en retraite, donc ils avaient du temps pour venir avec nous, nous suivre partout et monter un peu le projet. Voilà, Daniel Denise et le premier panier. Voilà. L'engagement du consommateur, il achète à l'avance sa production. Il paye à l'avance avec des modalités d'étalement de paiement, bien sûr, mais voilà, c'est un achat à l'avance. C'est un contrat individuel qui est signé entre chaque Amapien et le producteur pour une saison de production. Chez nous, c'est 1 année. Le producteur, de son côté, s'engage évidemment à fournir un panier de légumes. Il a toujours le souci que ce panier soit beau, plein. Voilà. Il s'engage aussi à faire visiter son site de production, évidemment, à faire visiter et à produire sain aussi, et à communiquer sur son travail. Voilà, le fameux, il y a toujours dans le groupe de consommateurs, il y a un petit comité de pilotage, c'est lui qui fait le lien un peu entre le groupe et le producteur. Il organise le fonctionnement de la distribution, il est toujours présent. Nous, on est toujours présent aussi, le producteur, puisque ça se passe à la ferme. De toute façon, il est préférable que le producteur soit toujours présent. Voilà, il s'occupe, le consommateur, de l'accueil, de l'émargement à chaque distribution, une certaine logistique, hein, pour faire la liste et le planning des permanences, parce que par contre, dans tout le groupe s'engage, c'est sur le contrat, à s'occuper de la distribution, accueillir, hein, cocher, voilà, faire la permanence. On appelle ça la permanence, et ça, c'est une tâche de tout le monde. Et c'est le coordinateur qui fait cette liste. Voilà, la distribution, alors les consommateurs accueillent, hein, c'est eux qui accueillent. Voilà, j'ai pris des photos, il y a beaucoup de petits-enfants qui sont... ça fait très plaisir de voir comme les enfants sont naturellement attirés par le produit de la terre. Là, ça va à peine marcher, hein, les petits que vous voyez là. C'est très pédagogique aussi, parce qu'ils apprennent à compter. La maman dit 1 poireau, 2 poireaux, 3 poireaux. Au bout de la 4e fois, ils savent compter, ils n'ont pas encore 3 ans. Voilà, donc ces ateliers pédagogiques, c'est très important, parce que ça fait comprendre aux consommateurs la pénibilité du travail, ça fait comprendre toutes les problématiques et les aléas, parasites, compagnie, et aussi les effets des parasites sur les légumes, on le voit, et les problématiques, les aléas climatiques qui sont vraiment en ce moment un peu préoccupants. Voilà, désherbage de carottes, le ramassage des pommes de terre, là on invite tout le monde, les enfants aussi très petits savent très bien ramasser des pommes de terre. Et voilà, nos 3 amapiennes là qui nous aident à nettoyer un peu le poireau avant de le mettre en distribution. Il faut lui enlever toute la boue qu'il a sur la racine et nettoyer grossièrement. Ce sont des aides ponctuelles. Quelle production en AMAP? Tous les métiers, toutes les filières peuvent être en AMAP avec évidemment une adaptation à la consommation. On mange des légumes pratiquement tous les jours, mais pour un éleveur de vaches, ce sera 1 colis par mois. Enfin, c'est tout à fait adaptable. Beaucoup de fromage de chèvre. Chez nous, on a beaucoup de fromage de chèvre. C'est tout ce qu'on a. On n'a plus de vaches, on n'a plus de moutons, on n'a que du chèvre. Donc, il
y a des fromages de chèvre, de volaille. Bon, ces gens-là, viande, volaille, sont un peu plus loin que Toulon. Nous sommes à côté de Toulon, nous, hein. Ils sont dans l'arrière-pays, bien sûr. Pour la santé, évidemment, l'agriculture en AMAP, c'est effet positif direct sur la santé, saine, diversifiée, en équilibre alimentaire, biodiversité, on n'a pas toujours le même produit. Hein. C'est la contrainte du producteur, par contre, hein, de diversifier pour pouvoir effectivement remplir le panier et changer le produit. La fraîcheur, évidemment, on ramasse tous les matins. À part les produits de garde comme la pomme de terre, la courge, la patate douce, tout le reste est ramassé le matin. Même les carottes et les poireaux, chez nous, sont encore en terre, en hiver. Voilà, et puis le plaisir gustatif, comme on disait, les saveurs qui procurent un certain bien-être. Voilà, un aperçu de la biodiversité, c'est de l'agroécologie locale, c'est une agriculture durable, bien sûr. On respecte les saisons, évidemment. On fait des économies d'emballage. Il y a un gros point quand même de notre AMAP à 22 ans. Ça fait 22 ans qu'on trie, qu'on récupère les sacs d'emballage. On ne fait aucun gaspillage et pas de gaspillage non plus sur le produit. Alors ça, c'est ce qui nous faisait vraiment mal. Vous savez, si vous avez une carotte tordue, vous ne pouvez pas la vendre, même dans les commerces. Hein. La normalisation, c'est terrible. Il y en a qui jettent 40% de leur production. Nous, tout est dans le panier. La carotte tordue, voilà, la salade, elle est trop petite, on en met 2. Tout est distribué, il n'y a pas de gaspillage. Le volet social, hyper important, parce que bon, ce qu'il faut vraiment dire, c'est que la MAP a revalorisé le métier de paysan qui, il n'y a pas très longtemps, était encore une insulte, hein, ça, le paysan. C'était encore une insulte, il n'y a pas très longtemps. Donc vraiment, quand un producteur a tant de gens, plein qui font tout leur possible pour qu'il reste sur sa ferme, ça ne peut pas être malvenu. C'est vraiment un bien-être, c'est une sérénité pour le producteur aussi, bien sûr. Pour le consommateur, en général, c'est une très bonne ambiance qu'il faut maintenir. Il faut maintenir dans la distribution, il faut chercher à maintenir cette convivialité. Voilà, c'est un bonheur, la joie, une fierté, oui, fierté pas dans le sens de fierté égoïste, mais fierté d'avoir pu garder la ferme, elle est toujours là. Donc c'est une certaine fierté. Et sécurité de savoir d'où vient le produit. Comment on calcule le prix de notre panier? Donc c'est le plus court des circuits courts, évidemment. Le produit est ramassé et mis dans le panier le soir. Voilà, on ajoute les coûts de production, les charges, la rémunération, tout est compris dans le budget prévisionnel. Qu'on divise l'addition des coûts divisé par le nombre de parts, potentiel humain, potentiel par rapport à la surface, de nombre d'amapiens qu'on peut. Chez nous, c'est une moyenne. Je vais rester d'abord sur la globalité. En maraîchage, il faudrait 40 familles pour un producteur, 40 contrats pour la viabilité économique. Voilà, c'est un concept qui a fait ses preuves, c'est une véritable alternative économique qui a sauvé des fermes. Elle est créatrice d'emplois. Nous avons au début créé 5 emplois. Une agriculture, il faut le signaler, qui a fait revenir les femmes à la terre, vraiment. Elles étaient parties quand le gros machinisme est arrivé, elles n'avaient plus leur place dans la ferme polyculture élevage qui commençait à disparaître toutes. Et là, avec la MAP, c'est une taille qui convient bien, vraiment. On voit beaucoup d'agricultrices aujourd'hui et ça fait plaisir. Voilà. Oui, le mot de la fin, c'est que sans la MAP, il y a longtemps que nous aurions disparu, pour parler de notre ferme, mais beaucoup d'autres. C'est vraiment une réflexion qu'on a et qu'on prend avec plaisir. Et la première amapienne de la première AMAP en 2001 qui dit que oui, bien se nourrir, c'est très bien, mais faire en sorte que l'agriculteur reste sur sa ferme, c'est encore mieux. Voilà, bon, j'ai écrit l'histoire. En conclusion, je vous ferai une proposition, c'est que
La nourriture est absolument nécessaire à notre espèce, une nourriture de qualité qui nous apporte la santé en premier et le plaisir ensuite. Et je trouverais intéressant que dans toutes les paroisses de France, il y ait des AMAP associés aux paroisses. Et après la nourriture divine, que l'on ait la nourriture terrestre de qualité et qui permettrait de faire vivre de nombreux agriculteurs le plus près possible de ces lieux de communion et qui, en même temps, donnerait de la vie et du lien au niveau de la population, parce qu'on s'aperçoit que le lien social dans ce concept est excessivement fort et recréé. Et ça n'a quand même plus rien à voir par rapport au caddie qu'on pousse dans une allée de grande surface. Voilà. Donc la composition peut être intéressante.